Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Les cours d'empathie, une nouveauté de la rentrée 2024 annoncée par Gabriel Attal et dont le déploiement du dispositif se clarifie peu à peu. En quoi vont-ils consister et est-ce une réelle avancée dans la lutte contre le harcèlement scolaire? On en parle dès le début de cette émission avec nos invités. Plus d'un adolescent sur 10 souffre d'asthme, une maladie souvent banalisée et qui pourtant peut avoir des conséquences dramatiques. Sensibilisation à l'asthme, on en parle dans la seconde partie de cette émission. Dans sa chronique, Loïc Landreau fera la lumière sur la nouvelle année avec cette question pas si anodine. Pourquoi celle-ci démarre le 1er janvier? On en parle avec lui, mais avant cela, on le retrouve pour faire un point sur l'actualité de l'éducation. Bonjour Loïc. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec les cours d'empathie. L'expérimentation souhaitée par Gabriel Attal a officiellement commencé ce matin. Au moins un cours d'empathie par semaine dans près de 1100 écoles maternelles et primaires en métropole et en outre-mer à partir d'aujourd'hui. C'est le fameux dispositif inspiré du Danemark qui doit permettre à nos enfants de mieux comprendre leurs émotions et celles de leurs camarades avec pour objectif bien sûr de juguler tous les phénomènes de harcèlement. Alors ces cours seront assurés par un enseignant de la classe qui aura le choix entre 3 méthodes. D'abord, organiser des ateliers philosophiques. Ensuite, reproduire quasiment mot pour mot, je dirais, la pédagogie danoise, qui est la référente sur le sujet, ou bien la méthode proposée par le ministère de l'Éducation, qui a d'ailleurs transmis un kit d'une 60aine de pages aux établissements volontaires avant les vacances. Les enseignants y ont trouvé des exercices simples, pratiques, autour des émotions, de la communication interpersonnelle, du harcèlement bien évidemment. Et le gouvernement leur a également proposé une formation en ligne de 6 heures, un petit peu avant Noël, un rendez-vous qui malheureusement, selon certains syndicats, a été organisé du jour au lendemain et auquel beaucoup d'enseignants n'ont pas pu assister. C'est un dispositif qui existe dans plusieurs écoles déjà. Et oui, en fait, notamment dans le 18e arrondissement de Paris, les cours d'empathie sont expérimentés depuis 1 an et demi déjà et les résultats sont très positifs. On va écouter Brigitte Servoni. Elle est inspectrice de l'Éducation nationale. Elle supervise cette expérimentation dans la capitale. Elle était l'invitée de France Inter ce matin et elle nous décrit concrètement les outils mis en place pour accompagner les enfants, notamment en maternelle, avec un ours en peluche qui est la mascotte du programme. Cet ours, donc, c'est l'ami de tous les enfants. Il vit dans l'école, il vit dans les classes et par exemple un enfant qui a du chagrin parce que c'est un peu dur le matin, voilà, de quitter papa et maman, peut aller prendre l'ami ours pour se réconforter. Ça peut être aussi un autre enfant qui va apporter l'ami ours à un enfant qui a du chagrin. Donc il montre à son camarade qu'il est là pour lui, qu'il a repéré qu'il était triste. Le travail autour des émotions, apprendre aux enfants à repérer leurs émotions, à les exprimer de façon constructive, communiquer de façon empathique, travailler le consentement aussi, le refus, voilà. Ce sont des choses que l'on fait à l'école. Depuis. Mais là, ce sera vraiment généralisé, normalement à la prochaine rentrée de septembre. Et c'est mis en place tous les jours. Voilà, l'expérimentation va durer jusqu'à la fin de l'année scolaire et elle sera généralisée à la rentrée 2024. Les cours d'empathie, ce sera l'objet de la question du jour dans quelques minutes, juste après ce journal, justement. Direction maintenant le Pas-de-Calais, où 16 établissements sont restés fermés aujourd'hui à cause des inondations. 195 communes du département ont subi de nouvelles inondations ces derniers jours. À cela s'ajoute une vigilance neige-verglas et effectivement, 16 écoles, collèges et lycées de Saint-Omer et de Boulogne n'ont pas pu accueillir leurs élèves ce matin. Ils ne le pourront pas non plus au cours de la semaine. Certains élèves et leurs professeurs ont été accueillis dans différentes salles municipales. La préfecture a aussi annoncé qu'un enseignement en distanciel a été mis en place et quelques établissements relativement épargnés par la montée des eaux proposent malgré tout un accueil des enfants dont les parents ne pourraient vraiment pas s'organiser autrement. On va écouter le témoignage de Cindy Humez, directrice de l'école Saint-Martin-Sainte-Thérèse à Arques près de Saint-Omer. On accueille les enfants dont les parents n'ont pas d'autres moyens de garde. C'est une solution qui est très très utile pour eux, donc sachant qu'on a beaucoup de familles qui sont impactées aussi. Et l'impact psychologique au niveau des enfants est beaucoup plus fort cette fois-ci que la première fois. Notre préoccupation, c'est vraiment le bien-être des enfants qui se sentent bien et c'est pour ça qu'on va prendre notre temps pour réaménager les classes pour que ce soit leur classe.
Sur France Info, ce matin, le sénateur du Nord, Franck Dersin, a précisé que 1500 élèves n'ont pas pu être transportés vers leurs établissements scolaires aujourd'hui et ça sera le cas aussi jusqu'à la fin de la semaine. Rappelons également que des milliers d'habitations n'ont toujours pas l'électricité ni le chauffage à l'heure où nous parlons et qu'il a fait aujourd'hui jusqu'à moins 10 degrés aujourd'hui dans certaines parties de cette région. Le Pas-de-Calais et le Nord sont également maintenus en vigilance orange crue. Dans l'actualité également, cet appel à manifester contre la loi immigration, ce sera le 21 janvier. 201 personnalités, artistes, hommes et femmes politiques, responsables syndicaux, associatifs et même religieux. Ils ont signé cet appel à la manifestation publié hier dans le journal L'Humanité. Ils demandent au nom de la fraternité, au nom de l'entraide, à ce que cette loi ne soit pas promulguée. On va écouter Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT sur RMC ce matin. L'humanité vis-à-vis de l'autre, oui, et puis l'attachement aux valeurs fondamentales de la République, puisque je rappelle que la loi remet en cause le droit du sol hérité de la Révolution française et de 1789. La loi remet en cause l'héritage du Conseil national de la résistance avec l'universalité des droits, contrairement à la préférence nationale qui fait son entrée avec cette loi. Et donc manifester le 21 janvier prochain, c'est montrer nos valeurs de solidarité, que la France, ça n'est pas ça en fait, que la France, c'est la solidarité, la liberté, l'égalité, la fraternité, et qu'on ne se retrouve pas dans tous ces discours de haine, ces mises en opposition, ces discours violents que l'on subit depuis plusieurs mois. Et on termine avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui commencent dans 200 jours tout pile aujourd'hui. Et Emmanuel Macron a tenu à rappeler l'engagement de l'État pour le sport. En tenue de boxeur complet avec des gants sur l'épaule. Derrière lui, il y avait un sac de frappe. Il a effectivement rappelé que le sport était la cause nationale en 2024. À l'école, beaucoup, mais aussi dans le quotidien de tout un chacun. Regardez. C'est dans 200 jours, ça commence maintenant. Alors pour ça, on a une grande cause nationale cette année, c'est le sport. Le sport à l'école, vous savez qu'on a mis les 30 minutes de sport obligatoires pour tout le primaire, on a mis plus de sport au collège, et je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport. J'espère plus si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes par jour. Parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour plein de choses. Et c'est une manière aussi d'avoir des jeux qui resteront dans nos pratiques de chaque jour. Vive les Jeux Olympiques et Paralympiques et rendez-vous très vite. À bientôt. Vous allez donc vous y remettre à la boxe. Oui, alors je vais surtout me remettre à la frangipane que vous avez gentiment amenée pour toute la rédaction, il faut le préciser. Oui, c'est vrai. Merci Loïc. Nouveauté dans la lutte contre le harcèlement scolaire, fer de lance de Gabriel Attal. Le dispositif des cours d'empathie se met en place dans près de 1100 écoles maternelles et primaires en France dès aujourd'hui. Kit de pédagogie, méthode danoise, formation des enseignants. En quoi va consister cette nouvelle formule? On en parle dès maintenant avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Claire Bleuton-Martin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice et fondatrice de Année-Lumière. Et face à vous, Erwan Malanan, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau sur ce plateau. Vous êtes député MoDem du Finistère et auteur de la loi sur le harcèlement scolaire. Alors donc c'est parti pour une expérimentation, je vais y arriver, dans 1000 écoles élémentaires et maternelles en France, dans les cours, pour les cours d'empathie. C'est des cours à géométrie variable, j'ai lu ça. Il y a des cours pour certains établissements qui vont être de 30 minutes, d'autres d'1 heure, d'autres voire 2. Ça veut dire quoi? Certains n'ont plus besoin que d'autres? Erwan Malanan. Je crois que c'est plutôt lié à l'âge des enfants, il me semble. Ouais. À l'âge des enfants. C'est un peu fluctuant, j'ai trouvé quand même, ces informations, non? Ça vous paraissait clair? Moi, j'ai trouvé le kit plutôt bien fait. Ouais. Je suis absolument ravie qu'on se saisisse de cette question. Après, je pense qu'il faut laisser aussi une liberté pédagogique aux enseignants de s'emparer du sujet, du kit, des fiches, en fonction aussi de la manière dont ils ont de conduire leur classe habituellement. On va précisément, évidemment, parler de ce fameux kit. On appelle ça une mallette, un kit. Enfin, chacun, il donne son nom. Mais enfin, précisément sur le temps d'expérimentation, au départ, il était dit et évoqué 30 minutes, c'est ça, de cours d'empathie par semaine. Là, on parle d'1 heure, 2 heures. Je crois que le souhait du ministre, c'est d'essayer d'avancer et d'ajuster. Voilà, d'où l'expérimentation. D'où l'expérimentation. Et ce qui est le premier point que moi je trouve très intéressant, c'est que au départ, les services, l'éducation nationale, le ministre, il souhaitait qu'il y ait l'expérimentation dans
un établissement par département. Ouais. Et il y a eu un appel à candidature. Et de cet appel à candidature, il y a 1000 écoles, plus de 1000 écoles qui ont répondu. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça veut dire que l'idée avance et que cette idée de l'école de l'empathie devient quelque chose qui est pris aussi comme une volonté par les enseignants, et ça c'est plutôt bon signe. Alors vous justement qui êtes auteur de la loi sur le harcèlement scolaire, est-ce que lorsqu'on a parlé de cours d'empathie, tout de suite vous étiez réceptif à cela? Moi j'étais plus que réceptif parce que dans le rapport qui précède tout le travail qui a précédé ce texte de loi, je parlais justement de la nécessité dans notre pays de construire une école de l'empathie, une école de la camaraderie, une école du vivre ensemble. Donc moi je n'ai pas arrêté de tanner, excusez-moi, parfois je dis de harceler, mais c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme. Les ministres précédents, il y avait eu une écoute c'était en train d'avancer chez Pape Ndiaye, et quand Gabriel Attal est arrivé, moi j'ai remis une couche et il a été très réceptif à ce sujet, et je suis très content qu'il fasse cette expérimentation, parce que le harcèlement scolaire, on va le combattre. Effectivement, il y avait un besoin législatif sur la protection des enfants, mais la réalité, le vrai sujet, c'est la prévention et l'accompagnement. Et accompagner, prévenir, on pourra le faire que s'il y a cette école de l'empathie. Donc allons-y, avançons. Et au-delà la question du harcèlement scolaire, c'est tout le climat scolaire qu'on va améliorer avec cette école de l'empathie. Et alors si on pousse un peu plus, climat scolaire, est-ce que c'est pas le climat sociétal? Parce que finalement, en venir à des cours d'empathie, n'est-ce pas, quelque part, si je peux me permettre, je fais toujours l'avocat du diable dans cette émission, vous le savez, mais c'est le but de la discussion, mais est-ce que aussi c'est pas de se dire une sorte de désaveu de l'institution pour créer des cours d'empathie? C'est-à-dire on n'y arrive tellement pas à l'école qu'il va falloir expliquer aux enfants comment être bienveillant. Claire Bléton-Martin. Alors moi je pense que les compétences psychosociales, elles sont de toute façon à travailler, et on peut se dire, alors là on commence avec les tout jeunes, c'est quand même plus simple qu'au collège ou au lycée où on n'a plus d'enseignants uniques et où ça va être plus compliqué à mettre en place, mais ça fait partie des bases, des choses à maîtriser, à connaître si on veut effectivement, alors viser le non-harcèlement, mais le bien-être et le vivre ensemble. Donc globalement, ça fait partie des choses à travailler. Alors après, comment les travailler, sur quel volume les travailler, on peut être plus ou moins critique, mais en tout cas, effectivement, c'est très bien que ça vienne sur le devant de la scène. Moi, je crois que notre institution éducation nationale, et c'est pas un grief que je porte vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des équipes éducatives, vis-à-vis des directions académiques, mais pendant très longtemps, la question du vivre ensemble, elle n'a pas été suffisamment centrale. Et la question de cette petite société à l'intérieur de la société qu'est l'éducation nationale et qu'est l'école, ça n'a pas été assez travaillé, je trouve. Et aujourd'hui, on a ce besoin dans l'école de vivre ensemble, de se retrouver, de faire commun. Et je pense que ça va dans le bon sens avec ces cours-là, mais ça suffira pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on a privilégié pendant des années si on n'a pas privilégié cela? C'était quoi? La recherche de niveau, pourtant le niveau est catastrophique. Alors, c'est quoi l'histoire? Je sais pas exactement, mais en tout cas, en plus, moi, je crois que les deux sont liés, c'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas apprendre s'il n'est pas dans un environnement de confiance, mais même parfois un environnement de jeu et de plaisir. Voilà, on a une école qui a des qualités. On décrit souvent notre système avec ses soi-disant mauvaises notes, PISA, etc. Mais je ne crois pas qu'on ait un si mauvais système éducatif que ça dans notre pays. On ne serait pas la puissance mondiale que l'on est si on n'avait pas un bon système éducatif. Alors je suis peut-être naïf en disant ça, mais je le dis parce que je crois que derrière toutes ces questions-là, il y a des hommes et des femmes, des professeurs, des personnels éducatifs pour qui c'est une vocation et c'est leur vie Et oui, justement, on est là pour les mettre en lumière et pour parler de ce qui va et ce qui ne va pas, ou en tout cas de ce qui tend à être amélioré et pour réussir à avoir une école positive et de la réussite. Vous avez mentionné un mot, ou si je puis dire un groupe de mots très importants qui sont les compétences psychosociales. Est-ce que vous pouvez nous redire, Claire Bléton-Martin, ce que c'est précisément et en quoi c'est important pour la réussite, en tout cas pour l'école de manière générale? Alors, pour l'école, je pense pour l'individu, pour la société, puisque ce qu'on disait, si on les travaille à l'école, je pense que ça se passera mieux aussi dans la société, dans son ensemble, dans les entreprises, etc. Les compétences psychosociales, c'est un ensemble de compétences qui sont à la fois
émotionnelle, sociale et cognitive. Donc c'est des compétences transversales qui permettent de communiquer les uns avec les autres, de collaborer, de savoir qui on est, dans l'empathie, de se mettre à la place de l'autre avec sa vision du monde, donc d'être bienveillant et d'avancer en confiance les uns avec les autres et effectivement de manière positive, qui pour moi est un terreau évidemment de base pour les apprentissages. Alors chez les petits, mais chez les plus grands aussi. Une méthode qui a fait ses preuves notamment au Danemark, dans beaucoup de pays du Nord, en Groenland, en Estonie, en Roumanie, en Islande, en Norvège également. Mais enfin, on a beaucoup mentionné le Danemark et surtout notre ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Ça s'appelle, alors je vais très mal le prononcer évidemment, je ne sais pas, Free for Mobbery, peut-être que je me suis trompée, voilà. Ça se dit comme ça, libérer du harcèlement. Donc c'est là où évidemment la connotation est très importante et le lien avec le harcèlement est très important. Quand on parle d'empathie, parce que l'empathie c'est un peu curieux comme mot, à la fois on sait ce que c'est et pas vraiment. En quoi est-ce important? Ça veut dire quoi l'empathie chez un enfant, qu'il ait 5 ans ou 17 ans? Alors je ne sais pas chez un enfant, mais moi la vision que j'en ai, c'est l'attention que l'on porte à l'autre et la compréhension que l'on a de l'autre. Mais je crois que vous avez raison, l'empathie, la définition est assez fluctuante. Alors il y a des gens qui ont une définition très précise, mais moi j'aime bien justement ce flou dans la définition parce que ça laisse la liberté de chaque individu de se positionner par rapport à l'autre, mais toujours dans l'écoute de l'autre et dans l'attention de l'autre. Tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai prononcé le mot, mais moi j'aime bien la notion de camaraderie. Et dans l'empathie, il y a quelque chose qui, pour moi, est en lien avec la camaraderie. Et avant, il y avait des notes de camaraderie. Vous savez, les enfants étaient aussi jugés sur le fait d'être bon ou mauvais camarade. Ça a disparu. Et ben moi, je trouve ça dommage. Alors, ça fait un peu Troisième République, Quatrième République, ce que je dis un peu ringard, mais je ne crois pas, au contraire, être un enfant qui s'occupe des autres, qui fait attention à l'autre, qui est en attention et en vigilance sur les problèmes que peut avoir l'autre, la différence, etc. Je pense que c'est une qualité qui n'est pas assez promue dans notre société. Toute la problématique, c'est de savoir comment on la juge, cette empathie-là et ce respect. Et c'est tout là. Vous savez, comment parfois on juge un devoir de français, tout ça est très subjectif aussi. Bon, peut-être un peu moins quand même. Mais là, sur l'empathie, sur le respect de l'autre, justement, comment on va se juger? Non, mais c'est important parce que ça s'appelle des cours d'empathie. Donc je reviens sur comment on va juger? Est-ce qu'il y a même besoin de juger? Je ne sais pas. Je suis pas sûr. Non, mais moi, je suis pas. Par contre, je suis pas sûr. Comment on va juger le fait de s'intéresser à l'autre? C'est valoriser. Oui, valoriser l'intérêt pour l'autre. Voilà. Comment on fait lorsqu'on a 3 ans, 5 ans, 7 ans? Moi, ce que je voudrais dire quand même par rapport à l'empathie, c'est qu'il ne faudrait pas se tromper. L'empathie, c'est ni positif ni négatif. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. On est en train d'en faire quelque chose. Ensuite, on peut en faire de la bienveillance, de la malveillance, de la manipulation, des choses différentes. Mais c'est vraiment... possible non, là. C'est possible non. Justement. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a différentes choses qui vont être travaillées avec les enfants. C'est cette capacité à se décentrer, à se mettre à la place de l'autre au niveau émotionnel, pensée, et à voir le monde avec les yeux de l'autre. Mais il y a aussi, après, cette capacité à effectivement être attentif à l'autre, être bienveillant et pas uniquement s'arrêter à comprendre. C'est comprendre pour en faire du bien. Alors, donc c'est tout un apprentissage. Comment on comprend? Selon Gabriel Attal, ces cours s'appuient sur l'apprentissage des émotions, je cite, et du respect des autres. Ce qui se joue est clair, c'est le droit au bonheur. C'est réconfortant ou c'est terrifiant comme appel? Ah non, c'est très réconfortant. De se dire qu'on a le droit au bonheur, c'est pas une évidence? Non. Non, c'est pas une évidence. Puis surtout, c'est... Enfin... le droit au bonheur, c'est le droit, c'est l'altérité, la vraie question. En fait, quand je pose cette question, vous comprenez bien que c'est parce que ça devrait être de fait. Mais oui. Non, mais la question, c'est la compréhension de ce qu'est l'altérité, de ce qu'est la spécificité de chacun, et donc la différence vis-à-vis de chacun. Et donc, comprendre tout ça, c'est tout un travail, et c'est un travail qui, moi, en tant que député représentant de la nation, m'intéresse énormément, parce que je pense qu'on a aussi tout un travail de reconquête à faire sur ce qu'est la vie en commun, et les valeurs les valeurs qu'on se fixe, les valeurs justement de tolérance, d'écoute de l'autre, de compréhension des différences culturelles, les différences physiques, psychiques, tout voilà. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours pensé que ça pouvait commencer à l'école,
tout ce travail de reconquête républicaine, si j'ose ce mot qui est parfois un peu galvaudé. Si ça commence à l'école, c'est aussi évidemment avec les professeurs, avec les instituteurs, puisque là on parle d'élémentaire aussi, de maternelle, et avec le personnel d'éducation, mais aussi avec les parents. Tout ça, c'est évidemment une triangulaire très importante. Oui, puis c'est très systémique l'empathie, c'est-à-dire c'est parce qu'on la vit qu'on est capable aussi de la faire vivre aux autres, donc effectivement c'est quelque chose qui est contagieux. Normalement, espérons que ça le soit. C'est d'ailleurs un peu ce qui m'a surpris. Alors, c'est sûr que c'est des petits, mais on a l'impression dans le kit que les enseignants sont vraiment là pour animer, comme si on était en dehors. Alors, moi qui suis dans une école avec des jeunes et où on travaille l'empathie, en fait, c'est vraiment des apprentissages qui demandent d'être au même niveau, parce que c'est très circulaire. Et on ne peut pas imaginer des temps d'empathie, puis des temps sans empathie, des gens empathiques et puis des gens pas empathiques. Voilà, c'est peut-être ce qui manquerait à mon niveau dans le kit, mais... Non, mais c'est très important ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'il faut donc former aussi les enseignants à cela. Alors, ils ont eu une formation en ligne, oui, mais qui a été, je crois, pas forcément avec beaucoup d'informations, et donc peu ont pu avoir accès à cette formation. Oui, mais en réalité, quand vous êtes un professeur ou un instituteur, moi j'aime bien le mot instituteur, hein, je suis désolé, je suis un peu vieille école, vous n'avez normalement, vous avez déjà ces qualités, normalement, vous les avez déjà. Moi, je crois que quand on devient prof dans l'école de la République, on a une attention à l'autre particulière. On ne fait pas ce métier, c'est un métier suffisamment dur, c'est un métier pas très bien payé. Si en plus on n'aime pas les enfants, je ne crois pas que ça existe. Donc, en aimant les enfants, c'est très important. Je pense qu'il y a une différence entre aimer les enfants et donner des cours d'empathie. Non, mais c'est quand même très différent. Bah, oui et non, parce que quand je dis aimer les enfants, c'est aimer la transmission du savoir. Et pour transmettre le savoir, il faut aussi de l'empathie, je pense. Un professeur un bon prof, c'est quelqu'un qui sait se mettre à la place de l'élève. C'est ça aussi un bon prof. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut libérer comme énergie. Oui. Se dire... chacune dans ce pays est en capacité d'avoir une attention à l'autre. Et je crois que c'est ce qui manque, et c'est ce qui manque dans notre société aussi. Alors la réalité, effectivement, est là, mais il faut pouvoir y arriver, justement, à cette empathie qu'on peut adresser à l'autre. On va parler des enfants, bien sûr, et de ce fameux kit, hein, mais je parle vraiment des professeurs et des instituteurs en question. Alors, quand je disais que c'était systémique, moi, quand j'ai lu le kit, je me suis dit, la plupart des enseignants, de maternelle et d'élémentaire principalement, c'est pas que les autres le sont moins, mais je pense vont se dire, mais c'est ce qu'on fait au quotidien. Exactement. Voilà. Et même à la limite, je me suis dit, le fait d'en faire des séances de 1 heure ou 2 heures, avoir le droit de s'exprimer, être écouté en confiance, etc., c'est pas 1 heure ou 2 heures, c'est toute la journée à l'école, en théorie, au moins. Et je pense que la plupart des enseignants sont là-dedans. Je pense que les enseignants qui ne seraient pas tout à fait au point là-dessus, un webinaire, ça me semble plus compliqué qu'une formation en présentiel, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et puis, c'est pas parce qu'on est déjà formé, qu'on a déjà des compétences de base, que c'est pas intéressant de faire de la formation continue, parce qu'il existe plein d'outils, parce que c'est aussi en testant et en vivant des choses avec ses collègues qu'on se rend compte de la portée de parole, de la portée de gestes, etc. Donc, c'est de la pédagogie aussi, savoir enseigner l'empathie. Pour autant, Gabriel Attal avait demandé de sortir du côté trop pédagogisme, du trop pédagogique. Oui, il voulait mettre un peu de patte humaine, enfin d'affect, de sensibilité. Je crois. Enfin, et justement, tout à l'heure, on parlait des bons points de camaraderie. Moi, je voulais pas qu'on revienne à des notes, hein, mais sauf que c'est des valeurs des compétences chez un enfant qu'on valorise jamais. Donc, c'était ça que je voulais le repréciser. Après, sur comment on va faire, je crois aussi que l'idée, c'est d'expérimenter, puis d'apprendre en marchant, parce qu'en France, on n'a pas tellement l'expérience comme les pays nordiques, et donc peut-être qu'on va, au fur et à mesure, avancer. Et moi, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup dit au ministre, il faut les moyens aussi d'avoir de la recherche et dans les sciences cognitives et dans les sciences sociales pour avancer sur ces questions-là et pour qu'on continue à progresser sur la question, par exemple, du harcèlement. Pourquoi des enfants sont harceleurs, pourquoi ils deviennent harcelés. On n'a pas encore assez de recherche et d'études là-dessus.
Donc il faut qu'on avance là-dessus. Et au-delà de ça, moi je me dis que le travail sur l'empathie peut amener à travailler sur d'autres choses. C'est-à-dire que là, on a vu revenir de la pédagogie expérientielle, on a vu de la métacognition, c'est-à-dire à la fin, comment j'ai agi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc je pense qu'il y a plein de bonnes choses qu'on ne voit pas assez pour le coup au quotidien dans nos écoles. Donc je pense que ça peut avoir un effet sur d'autres choses, ne serait-ce que l'espace. Alors en maternelle, ok, mais en primaire, pour le coup, l'aménagement de nos classes en France, elle n'est pas très cohérente avec de l'empathie. Et voilà, donc je me dis, peut-être qu'on va penser des choses et qu'on va se dire, tiens, et petit à petit, les choses bougent. L'aménagement, par exemple, en fait, de l'estrade, c'est ça, du professeur qui est au-dessus. Plus trop, mais en tout cas, l'enseignant face à une armée d'élèves les uns derrière les autres. Avec les turbulents qui se mettent au fond naturellement. Mais être au milieu, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on a un professeur qui se tournera en permanence. Enfin, comment vous imaginez ? Quand on fait de la formation pour adultes, vous voyez bien, on est en U, on est en rond, et ça peut se faire tout à fait bien dans une classe. On peut être en îlot avec un enseignant qui circule. Ça se fait déjà. Hein. Mais je pense que tout est lié et que de prendre les choses par le biais des compétences psychosociales et de l'empathie, ça va faire évoluer plein de petites choses on parle juste de ces kits quand même, parce que c'est quand même l'information du jour. Hein, c'est ça, en tout cas, c'est mis en place dès aujourd'hui. Donc, chaque classe a en possession une mallette, c'est bien ça, dans laquelle, effectivement, se trouve une peluche, j'aimerais qu'on puisse en parler, des illustrations avec des situations de harcèlement, ou encore des livrets d'activités. Cette fameuse peluche, bien ou pas ? Moi, je sais pas. J'avoue que je suis pas spécialiste, je suis pas pédagogue et je suis pas psychologue, donc je sais pas. Mais enfin, moi, je sais que c'est toujours rassurant pour un enfant d'avoir des petits entre guillemets doudous. Donc. Mais ils ont déjà leur doudou, ils viennent avec à l'école. Bah oui, mais si on a un commun, c'est intéressant. Moi, peut-être que c'est aussi pour pouvoir aller vers l'autre et apporter aussi une peluche à l'autre enfant. Dans l'école de ma fille en maternelle, ils avaient un petit doudou que chacun avait confié pendant une semaine et qui tournait. Et je sais que ça avait beaucoup. Enfin, il y avait eu quelque chose d'assez intéressant autour de. C'était une idée de l'Institut et je trouve que c'était intéressant. Des illustrations avec des situations de harcèlement, donc évidemment en fonction des classes et des niveaux. J'imagine que la situation n'est pas la même. Thomas Villemontex, qui est enseignant-chercheur en psychologie, a participé aussi à la création de ce kit et donc il donne un exemple de séquence, évidemment avec la ronde des émotions qui peut se pratiquer dès la maternelle. Et c'est assez étonnant, les élèves qui se placent en cercle, l'enseignant donne la parole à chacun pour qu'il décrive une émotion qu'il a ressentie à un moment de la journée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que va rechercher ici l'enseignant, à votre avis ? Bien, ça va faire un arrêt sur image, à oser prendre la parole pour dire ce qu'on vit, que les autres l'entendent et puissent se dire, tiens, il vit une chose qui est différente de ce que je vis moi actuellement. Et s'il est pas très bien, comment est-ce que je peux être attentif ? S'il est débordant d'énergie, comment je peux lui laisser de l'espace ? Voilà, c'est des choses assez, assez classiques. Alors, pas en éducation académique, mais par exemple en éducation populaire, qu'on fait très... Voilà. Moi, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses de ce type qui se font, je pense au maternel, mais en élémentaire aussi, dans les écoles. Donc, les enseignants ne vont pas être complètement dans de la nouveauté. Là, ça laisse du temps, alors en plus de tout le reste, mais ça balise du temps pour prendre un peu d'énergie pour ces choses-là. Parce que à vous écouter tout à l'heure, effectivement, on est tous contents, on se dit qu'effectivement c'est une très bonne idée, mais aussi certains disent oui, ça se faisait déjà avant, à l'instar d'Edwige Chirouté, ou Chirouter, pardon, je ne sais pas comment ça se prononce, professeur des universités et titulaire de la chaire UNESCO, pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. Eh bien, selon elle, donc, il faudrait que toute l'école soit empathique, en étant elle-même vraiment fraternelle, démocratique et égalitaire, et pas en desservant, je la cite toujours, des leçons plus ou moins gnangnan, une demi-heure par semaine. Et l'école ne sera empathique que si elle est juste dans un monde juste. Oui, évidemment. Ça, c'est le monde idéal. Et c'est toutes les personnalités politiques de notre pays. C'est le vœu qu'on fait de cette école égalitaire et elle existe déjà. Moi, j'avoue que j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre l'école va mal tout le temps. Oui, c'est pas parfait, mais on a un système. Enfin, allons à l'étranger. On est les seuls à avoir une école laïque, gratuite, républicaine. Alors, elle a ses défauts. Il faut qu'on l'améliore, mais elle existe déjà. Disons que c'est une façon de dire que l'empathie existait déjà et qu'en fait, la façon dont c'est fait, l'institution est faite, elle manque
manque d'empathie elle-même. Pardon, je paraphrase encore, je cite. Quand les enfants de petite section maternelle commencent leur première expérience de la collectivité avec plus de 25 élèves par classe, ce n'est pas empathique, c'est violent. Quand les élèves découvrent que l'univers de l'orientation leur est bouché à cause de leur origine sociale, c'est pas empathique, c'est violent. Quand les enfants des classes sociales les plus défavorisées manquent des centaines d'heures de cours par manque d'enseignants ou remplaçants, ce n'est pas empathique, c'est violent, etc., etc. Elle fait une tribune très intéressante dans le Café pédagogique à penser, à dire vrai ou non, mais en tout cas, je veux vraiment votre réaction là-dessus. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais en même temps, si on avait décrété, il faut que l'école française devienne empathique, il ne serait pas passé grand-chose. Et puis... tandis que là, on a quand même un kit, des fiches dont les enseignants que les enseignants vont pouvoir s'approprier. Je pense que ça va faire boule de neige sur d'autres choses. C'est sûr que moi, j'y ai vu plein de limites aussi. Mais en même temps, si on ne commence pas par quelque part, eh bien, on est dans des grandes prédications, d'injonctions, puis il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est au moins pratico-pratique. On y va. Et pour répondre à cette tribune que je n'ai pas lue, mais que je vais aller m'empresser de lire. Oui, lisez-la. Oui, je vais aller la lire avec beaucoup d'empressement même. Je vais quand même répondre à un certain nombre de choses. Le dédoublement des classes. Quand vous décidez de dédoubler les classes dans les zones prioritaires, vous faites un sacré travail, un sacré effort en coût déjà, mais on laisse tomber le coût. Moi, je pense que pour l'éducation nationale, il n'y a pas de coût. Alors, à Bercy, quand ils m'entendent, ils poussent un peu des cris, mais je pense que quand on fait ça, c'est déjà énorme. Vous vous rejoignez justement sur cette question-là, puisque bien sûr. C'est ce qu'elle présuppose. Voilà, et après, moi j'aime pas ce discours je sais pas, je suis pas en train de dire que j'aime pas son discours, je l'ai pas lu sur la tribune, mais si vous voulez dire que suivant l'origine sociale, on va pas y arriver, c'est en partie vrai, les études le montrent, mais c'est aussi en partie faux. Et il y a plein de gens qui réussissent et qui viennent d'origine sociale modeste. Enfin, moi, personnellement, mes parents et moi, et peut-être ma fille qui continuera, on en est l'exemple flagrant. Et il y a plein d'exemples comme ça de gens qui sont issus de classes très populaires et qui, par l'école républicaine, réussissent. Dernière réaction, parce qu'on doit rendre l'antenne. Le pédopsychiatre Marcel Ruffo dit « Rendre son enfant empathique, c'est le protéger de son avenir social ». Réaction. Bah oui, tout à fait. On ne peut que... Oui, on ne peut... Non, et après, peut-être pour élargir rapidement, l'école doit faire sa part, mais la société aussi doit faire sa part. Et quand je dis la société, c'est tous les acteurs de la société, c'est vous, c'est moi. Dans nos prises de parole, dans nos attitudes, on doit réfléchir, avoir toujours l'attention à l'autre, et même parfois dans le combat politique, je pense que se dire que ce qu'on va dire ou pouvoir écrire peut blesser l'autre, c'est peut-être des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Surtout à l'époque des réseaux sociaux, effectivement, et de cette loi effectivement sur le harcèlement scolaire, ce que vous avez signé. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur ce plateau, Claire Bléton-Martin et Erwan Balanant. Merci à vous deux. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation, l'asthme touche un peu plus d'un adolescent sur 10. La plupart du temps, cette maladie chronique n'est pas prise au sérieux par les jeunes qui sont touchés. C'est une maladie assez méconnue. Ce comportement peut avoir des conséquences graves justement sur leur santé. Et on va en parler avec le docteur Françoise Pariente-Ichou. Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable scientifique de la Grégory Pariente Fondation. L'asthme, je le disais, touche un peu plus d'un adolescent sur 10. En examinant les enquêtes faites sur 15 ans, je crois que c'est à peu près de 2003 à 2018, eh bien les chiffres révèlent une forte augmentation de l'asthme chez les jeunes. Si vous le voulez bien, docteur, on va regarder le clip de sensibilisation ensemble et on se parle juste après. Tu te souviens de tous les signaux que t'as envoyés jusqu'ici? Ma première fête d'anniversaire. Ma première visite chez le médecin.
Mon premier vélo. Mon premier cours de sport. Est-ce que tu savais que tu pouvais mourir? Malgré tous les signes. Si seulement je t'avais écouté. Je vais mourir. Mon dernier souffle. L'ado qui n'écoutait pas son asthme. Voilà, le titre est tout à fait évocateur, docteur Françoise Pariantichou, parce qu'en fait, on parle de ces adolescents, justement, qui sont atteints d'asthme, qui ne sont pas soignés, faute de s'en préoccuper, justement. Tout à fait. Le clip est tout à fait le reflet de ce qui se passe. Vous avez un adolescent qui est confronté à plein de facteurs qui peuvent déclencher une crise d'asthme et malheureusement, comme vous l'avez vu, à un moment donné, il se trouve confronté à un cumul d'allergènes. Il part en soirée et comme vous avez vu, il laisse son dispositif sur la table. Ça, c'est vraiment le signe caractéristique de l'adolescence, c'est-à-dire qu'on est dans l'oubli de la maladie, on a envie d'être identique à ses copains, de ne rien laisser paraître. Et malheureusement, il y a une mauvaise observance qui est observée chez de très nombreux adolescents et qui a des conséquences dramatiques parce qu'au moment où survient une crise, ils ne peuvent pas la gérer puisqu'ils n'ont pas le traitement de secours sur eux. Et même si à d'autres moments, ils n'ont pas pris dans la journée leur traitement de fond, le cumul des deux, vous imaginez, il se passe une crise sévère et malheureusement, il y en a parmi les décédés, parce que malheureusement on décède encore de l'asthme, vous en avez 3 sur 4 qui ne prenaient pas bien leur traitement et 3 sur 4 qui n'arrivent pas vivants aux urgences. Donc ça permet de montrer ces deux signes très caractéristiques que c'est extrêmement grave une crise d'asthme à l'adolescence quand on est mauvais observant, c'est-à-dire que l'on ne prend pas bien son traitement. Oui, parce que l'asthme, évidemment, touche les adultes, mais aussi les tout-petits. Mais c'est une période très précise qu'est l'adolescence, une période de transition, si je ne me trompe pas, où évidemment, l'acquisition de l'indépendance fait que le jeune oublie, a envie de se départir finalement des obligations et encore plus de celles d'un médicament. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire qu'il est dans une sorte de déni de la maladie, c'est-à-dire qu'il veut être comme tous les autres et donc il va très bien et il ne veut rien montrer. Et malheureusement, des fois, ça amène à des catastrophes. Et j'allais dire, c'est aussi un âge où malheureusement il y a une mauvaise observance. C'est montré par toutes les études que entre l'enfance et l'adolescence, cette diminution de l'observance malheureusement entraîne plus de crises d'asthme sévères. Donc cumul, pas de prise de traitement, possibilité de risque supplémentaire de crise d'asthme et voilà, les risques sont là. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques qui peuvent aller jusqu'au décès de l'adolescent. Et oui, décès que malheureusement vous avez vécu avec votre neveu, d'où le nom de l'association, évidemment, la Grégory Pariante Fondation, dont vous êtes responsable sur le plan scientifique. Je le disais, il y a plusieurs types d'asthme. Est-ce qu'on peut en parler déjà, revenir sur la maladie en elle-même, ce que c'est précisément, et expliquer quels sont les types d'asthme et comment finalement on peut vivre avec la maladie? Tout à fait. Alors la première chose par rapport à l'adolescence, c'est plus l'adolescence qui est un problème que l'asthme lui-même qui est identique chez l'adolescent ou chez tout le monde. C'est-à-dire que le processus est toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a ces fameux signes d'alerte qu'il faut absolument prendre en compte, qui sont cet essoufflement, cette difficulté à respirer
des réveils nocturnes qui sont liés à l'asthme, souvent parce qu'il y a une toux nocturne ou une toux au rire dans la journée. Tout ça, c'est des signes d'alerte. Il y a une oppression thoracique. Il y a un adolescent qui utilise plus que d'habitude son bronchodilatateur, c'est-à-dire son traitement de secours, que tout le monde connaît, le petit inhalateur bleu, la ventoline. Et malheureusement, voilà, il est confronté à un risque de crise d'asthme par tous ces signes qui devient une urgence, c'est-à-dire il faut vraiment la prendre en compte. Et malheureusement, quand l'adolescent a tous ces signes d'alerte et qu'il n'a pas bien pris son traitement, il n'est plus protégé. Pourquoi ? Parce que le principe du traitement de fond, comme on le voit dans le clip, c'est de faire en sorte que les bronches ne s'enflamment pas plus, parce que le corticoïde qui est dans le dispositif inhalé permet justement d'éviter cette inflammation. Et quand la bronche est très enflammée, de plus en plus enflammée, c'est comme ça qu'on dit que l'adolescent n'écoutait pas son asthme, malheureusement, c'est parce que ces bronches, elles, sont silencieuses. Et oui, bien sûr. Comme elles sont silencieuses, voilà. Surtout que les facteurs environnementaux, j'imagine, empirent les processus d'allergie avec la pollution. Cette année, vous avez lancé un nouveau projet qui s'appelle Fil rouge, Jeux olympiques et paralympiques 2024. Racontez-nous ce projet. Alors, c'est un projet que nous avons voulu pour, en fait, défendre tous les malades respiratoires chroniques. L'asthme est une maladie respiratoire chronique, mais il y en a plein d'autres. La BPCO, les fibroses pulmonaires et la mucoviscidose, pour prendre les 4 principales. Et donc, à l'approche des JO, on a voulu faire un focus à la fois pour les non-malades et les malades, qui sont ces fameuses insuffisants respiratoires, les jeunes et les moins jeunes, puisque nous nous intéressons particulièrement, comme vous le savez, à l'asthme de l'adolescence. On a voulu en fait voir toutes les facettes des bénéfices du sport et de l'activité physique chez les malades respiratoires chroniques, parce que les bénéfices sont énormes. Et chez les jeunes, il nous a semblé important de mettre l'accent sur le fait que plus on est observant, plus on se traite bien, eh bien, on a plus de chances de vivre normalement, surtout avec une bonne activité physique. Donc nous, notre emblème, c'est de dire asthme et sport, c'est le duo gagnant si l'asthme est bien contrôlé. C'est-à-dire qu'on repère ces fameux signes d'alerte et qu'on les prend en charge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, docteur Françoise Pariantichou. Je rappelle que vous êtes responsable scientifique de la Grégory Pariante Fondation. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, par Skype certes, mais c'est comme si vous étiez là, évidemment. Merci de nous parler de cette problématique, de cette maladie qu'est l'asthme, afin de pouvoir sensibiliser aussi les plus jeunes. Merci. On va retrouver Loïc Landreau tout de suite pour sa chronique. Alors Loïc, pour bien commencer cette nouvelle année, d'ailleurs je vous fais tous mes vœux puisqu'on ne s'est pas vu depuis, c'est vrai. Vous allez justement nous expliquer pourquoi cette nouvelle année commence le 1er janvier, c'est vrai. Oui, pourquoi pas le 14 avril, le 25 septembre, on ne sait pas. Enfin si, on sait. D'autant que le 1er janvier, c'est une date symbolique dans le monde entier. Même en Chine et en Russie, où il y a un autre nouvel an, une autre nouvelle année qui est plutôt religieuse et traditionnelle, qui est fêtée à une autre date, on fête quand même le 1er janvier. Mais déjà peut-être une révélation pour commencer cette chronique, vous savez que j'aime bien commencer toujours un petit peu par ça. Sachez qu'avant 1564, on ne fêtait pas la nouvelle année à la même date selon où on habitait en France. Et ça posait d'ailleurs pas mal de problèmes, que ce soit au niveau religieux, politique et administratif. Mais si on revient d'ailleurs à l'Antiquité, est-ce qu'on célébrait le passage à la nouvelle année ? Alors en fait, dès que le concept même de calendrier a été inventé, c'est-à-dire à partir du Mésolithique, on est en l'an 10 000 avant Jésus-Christ à peu près, on commence à marquer et à célébrer ce passage chaque année. Les Babyloniens, par exemple, là on est en moins 3000, ils observent en fait les cycles du Soleil et de la Lune pour calculer les jours et les mois qui passent, et eux célèbrent la nouvelle année au moment de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire à la mi-mars, et les Assyriens, qui est le peuple juste en dessous, géographiquement bien évidemment, c'est à l'équinoxe d'automne, soit à la mi-septembre. Vous voyez déjà dans une même région qui est la Mésopotamie, on ne fête pas la nouvelle année au même moment. Chez les Égyptiens,
Le calendrier, lui, il est basé sur les fluctuations du Nil. Et la nouvelle année commençait à la fin du mois de juin, qui est le premier jour, en fait, du débordement du fleuve. Puisque vous savez que le fleuve, c'est le symbole du renouveau, de l'abondance, puisque le Nil, en fait, dépose chaque année des limons, donc des ferments sur les cultures. Et c'est ce qui permettait, évidemment, de bonnes récoltes. Pareil, chez les Perses, on retrouve les mêmes choses. Les Phéniciens, les peuples de Grande-Bretagne, les Chinois, tous suivaient le soleil, la lune ou les deux pour se repérer. Et selon où il se situait géographiquement, et puis selon les cultures aussi, ça tombait pas toujours le même jour. Et à Rome, puisqu'on se réfère souvent à Rome, c'était le 1er mars. Et oui, parce que c'était la date d'une fête religieuse très importante, et c'est d'ailleurs aux Romains qu'on doit notre calendrier moderne, celui qui ressemble en tout cas le plus au nôtre, puisqu'en fait, en l'an 45 avant Jésus-Christ, Jules César en a eu marre que les calendriers changent tout le temps, d'autant qu'ils étaient à l'époque très très imprécis. Alors il a demandé à ses scientifiques une version finale qui ne bougerait plus, et c'est celle qui comporte donc 12 mois, 365 jours, avec une année bissextile tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le calendrier julien, pour Jules César, qui institue donc pour la première fois, lui, le passage à la nouvelle année, le 1er janvier. Et est-ce qu'il sera respecté dans tout l'Empire cette fois-ci? Non, parce qu'en fait, les traditions locales vont prédominer, et c'est très compliqué dans un empire aussi vaste que l'Empire romain à l'époque de faire respecter ce type de tradition. Et puis, au IIIe siècle arrive le christianisme. Et là, ça rebat encore une fois toutes les cartes, puisque le calendrier est marqué par les fêtes liturgiques. C'est ça qui rythme vraiment le quotidien des gens. Au 5e siècle, par exemple, sous l'Empire mérovingien, le 1er de l'an est instauré le 1er mars pour marquer le début du carême, qui est évidemment la période de préparation à la résurrection de Jésus, donc à Pâques. 2 siècles plus tard, sous les Carolingiens, c'est le 25 décembre, à Noël. Après, ça a été mis le jour de Pâques. Et dans certaines régions, c'est même fêté le 11 novembre, qui est le jour de la Saint-Martin. Puisque, effectivement, les saints locaux, à l'époque, en tout cas, avaient une grande importance. Donc, c'est un peu le bazar, en réalité, puisqu'en France, donc, personne ne fête le Nouvel An à la même date. Et c'est Charles IX qui met tout le monde d'accord avec l'édit du Roussillon en 1564, donc la date que je vous citais tout à l'heure. Et donc, la nouvelle année est instaurée partout le 1er janvier. Mais qui sera remise en cause une nouvelle fois la Révolution. Le calendrier change une fois encore. Vous savez qu'à la Révolution, on veut tout faire évoluer, on veut tout casser, tout changer. Le nom des mois même change à la Révolution. Et l'année commence alors le 22 septembre. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la naissance de la République, le 22 septembre 1792. Et puis le temps passe, les régimes politiques se succèdent. Voici que Napoléon arrive au pouvoir. Et en 1806, il va restaurer l'ancien calendrier, ce qu'on appelait le calendrier grégorien, celui donc des catholiques, et par là même, il va remettre la célébration de la nouvelle année au 1er janvier. Et en 1810, le Conseil d'État rend même ce jour-là officiellement férié. Alors, ils avaient peut-être constaté dans les rues, je sais pas moi, peut-être quelques débordements dans la nuit du 31 et une sorte d'apathie générale le 1er janvier dans les commerces et dans les rues. Donc, ils se sont dit peut-être qu'il vaut mieux qu'on leur mette férié pour qu'ils se reposent. En tout cas, voilà, il y a eu cette décision prise en 1810 et c'est comme ça que c'est arrivé jusqu'à nous et ça n'a plus bougé. Et ça risque bien de ne plus jamais bouger. Voilà. On ne sait pas. Oui. Une nouvelle République peut-être. Qui sait? Merci beaucoup Loïc en tout cas. Merci pour cette info. Tout de suite, je vous laisse découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Baptiste Le Caplin. Bonjour Baptiste. Bonjour Malika. Alors déjà 15 ans de carrière? Oui, merci. Non, mais c'est parce qu'on a à peu près le même âge. Oui. Ça te fait quoi de fêter 15 ans de carrière? Je sais pas, j'aime pas y penser. Humoriste. 10 ans, ça me dérangeait pas. 15, ça commence un peu à... Parce que j'ai vu des humoristes faire leur best-of au bout de 15 ans de carrière. Bon, c'est peut-être pas les humoristes les plus inspirés, mais... Tu penses que c'est déjà la fin, quoi? Non, mais ça a 15 ans, ça commence, ça fait 15 ans. Ça sonne phrase de... Ça fait 15 ans que je suis flic, tu vois. Non, ça fait phrase cliché dans des films. C'est-à-dire ? Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, ça va pas, ça fait 15 ans que je suis dans la police, tu vois. C'est des phrases qui sonnent un peu genre... tu peux être un peu croupi, quoi. Mais j'ai pas... Un peu croupi. Ça veut dire quoi, être croupi ? Je sais pas, je viens d'inventer, je crois. Je me suis dit... J'avais pas de dictionnaire des synonymes à l'école, si tu veux déjà poser la question. Crépi, non, crépi, j'ai hésité entre crépi et dégueulasse, mais crépi, c'est la peinture. Mais c'est en anglais, là ? Je sais pas. Bon, en 2013-2014, c'était parti en tournée avec Arnaud de Samer et Jérémy Ferrari. Exactement. Ouais. Et là, vous repartez ensemble en 2025. Ouais.
C'était 10 ans après déjà. C'était déjà ça. Oui, c'était 2013-2014 exact. Ouais, on a fait 2 tournées. Ouais. Et vous avez quand même pas mal évolué, mais vous êtes toujours restés ensemble. Tout le monde a cartonné 10 ans plus tard, quoi. Oh, on a fait notre petit bonhomme de chemin, respectivement, en restant très amis. En fait, on est devenus très... Arnaud et Jérémy étaient déjà très copains de par On ne demande qu'à en rire, que moi je n'avais pas fait. Et donc moi je les avais rencontrés sur cette tournée. C'est vrai que ça a matché direct. En fait, c'est assez rare. C'est vrai que Jérémy, je dis Jérémy parce que je le connais, on comprend. a parlé de ça en disant que c'était un peu un coup de foudre artistique, quoi. Ça a matché directement et depuis, on est toujours restés amis, en contact. Et on avait très, très envie de refaire ce trio et de faire surtout un spectacle totalement inédit parce qu'à l'époque, c'était prétexte pour remplir des zéniths parce qu'on n'était pas assez connus pour les remplir tout seul. Donc on jouait... Là, c'est déjà full. On a déjà vendu 80% des places. Il en reste un peu, je le dis, pour les gens pour Noël. Mais oui, quand même encore vous procurer des places. Oui, non, on a été méga surpris de l'engouement des gens parce qu'on a écrit 20 minutes pour l'instant du spectacle. On a la trame. Ça met la pression, non? Enfin, il y a du temps. Moi, ça me met beaucoup. Non, moi, ça me met la pression. Moi, ça me fait pas. Tu sens là. Non, mais du coup, je savoure pas le fait qu'on ait vendu plein de billets, tu vois. Ah bon? Bah non, parce que tu sais qu'il y aura plein de gens, mais t'es au bout de 20 minutes, voilà, je sais pas déjà. Laisse-toi porter par les autres. Ouais, il faut quand même écrire, tu vois. Est-ce que toi, tu as d'autres projets à titre perso dans les mois à venir? Là, j'ai la fin de mon 3e spectacle, voir les gens qui s'arrêtent, qui est disponible déjà sur Prime Video. On peut le lire? Oui. Ok, génial. Génialus, trop bien. Et après, j'ai 3 films qui sortent l'année prochaine. Ah oui? Ouais, un film dans lequel j'ai joué, j'ai une participation, film de Florent Bernard, qui est mon co-auteur de spectacle. Donc je suis très très fier, qui s'appelle Nous les Leroy, avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia, notamment. C'est un film super qui va... Moi, je pense que ça va être la comédie de l'année, l'année prochaine. Non, vraiment, c'est un super beau film. Très, très beau film de Florent Bernard. C'est son premier film et il faudra vraiment y aller. Ça sortira en avril et on est sélectionné à l'Alpe d'Huez, donc on va y aller. Et après, j'ai un film qui sortira sur Netflix, qui s'appelle Nice Girls de Noémie Saglio, avec Stéphie Selma et Alice Taglioni notamment. Comédie d'action. T'es bien entouré, de manière systématique. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Et en fin d'année prochaine, j'ai pas encore la date, c'est une comédie dont je tiens le rôle principal avec Christian Clavier qui sortira un film d'Arnaud Lemort. Ça, je suis très, très... Félicitations. Merci, c'est gentil. Mais attends, les trucs sont pas sortis, donc je sais pas. Mais quand même... Oui, c'était une bonne année. J'ai bien travaillé, je suis content. Je suis fière de toi. On va retourner aux prémices. Déjà, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Mortain, en Basse-Normandie. Pourquoi tu rigoles? Parce que toi, t'es à Caen, c'est ça que c'était... Moi, je suis à Caen et je suis incapable. T'étais dans la Manche, alors? Oui, dans la Manche, ouais. C'était comment ton enfance là-bas? C'était très calme. Village de 2000 habitants. Non, mais j'ai adoré mon enfance, c'était trop bien. Ma mère avait son salon de coiffure qu'elle va vendre. Là, ça part enfin en retraite. C'est pas trop difficile pour elle maintenant d'être non, elle est contente, là. La maman d'une star Non, d'une star, non. Non, ça va. Non, mais le fait d'avoir grandi dans le même village et d'être resté tout le temps là-bas, il y a un truc de c'est votre fils qu'on a vu à la télé, c'est pas des pièces rapportées qu'on eu des... Enfin, je veux dire, ma mère avait déjà sa clientèle et tout, donc non, il y a pas... Puis je suis pas non plus la plus grande vedette de la planète Terre. T'as vu tous les films que tu vas faire à la rentrée? Oui, non, mais ça me fait plaisir. Non, mais les gens sont très gentils, mais tu connais la mentalité normande. Les gens sont très taiseux, ils sont très discrets. Oui, c'est vrai. C'est pas expansif, quoi. Oui, on intériorise beaucoup. Ouais, on intériorise beaucoup. On intériorise énormément. Donc peut-être que les gens à l'intérieur sont « Ah, putain, il est génial, ce mec !» Quand ils me font « Ah, ça va, bêtise !» Mais il y a forcément une fierté, en tout cas. Oui, ils sont contents, mais c'est ça aussi que j'aime dans la région où on a grandi, c'est que je vais dire l'expression, on pète pas plus haut que son cul facilement. Je suis choquée par ce genre Non, mais sérieux, c'est vrai. Et ça pour le coup, c'est très cool. Mais j'ai eu une enfance très calme. T'avais des frères et sœurs? J'ai une sœur, une petite sœur, ouais, qui a 4 ans de moins que moi, qui est encore restée, qui travaille encore dans le village où on a grandi. Mais non. Ouais. Tout le monde est resté là-bas. Ouais, elle aime bien. Il y avait une vraie attache. Oui, et puis je sais pas, il y a peut-être une peur de partir, il y a le confort qui plaît là-bas. Moi, c'est vrai que je suis parti assez vite. Enfin, je suis parti à 40 km, je suis parti à Avranches. Folie. Tu m'énerves parce que tu as le côté grande ville. Ouais, tu connais. Ouais, non, j'avais mon arrière-grand-mère à Avranches. Je sais. Et donc, j'avais... Non, j'ai vraiment eu une enfance très, très cool. Très couvée, très protégée. Et avec des parents adorables, vraiment. Souvenir heureux, quoi. Si tu dois... Ouais. Avec des moments moins cool, évidemment, comme dans la vie de plein de gens. Mais le fond de...
le fond de la personne de mes parents est vraiment super, quoi. C'est vraiment des gens top. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Baptiste Le Caplin, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. En gros, l'idée, c'est de dire qu'on n'y arrivera pas avec que les énergies renouvelables, et notamment, on n'arrivera pas à maintenir une activité, une société aussi complexe qu'actuellement, avec des renouvelables. Il semble que la science dise plutôt l'inverse, qu'on pourrait tout à fait y arriver. Alors, je suis en train de chercher une courbe. Vais-je la retrouver ? Absolument, je la trouve. J'espère que je ne me trompe pas. Elle est très spectaculaire. On peut la regarder de loin. En fait, le moment où ça commence à partir en flèche, c'est le moment... c'est la révolution industrielle, en gros. Et c'est le moment où, justement, on va réussir à automatiser. Et tout ça, c'est lié à la production d'énergie. Donc là, on comprend vraiment le lien entre croissance et logique d'extraction et de destruction de l'environnement. Oui, tout à fait. Alors, il y a un point aussi intéressant là-dessus, c'est de dire qu'on a tendance à penser que seules les énergies fossiles pouvaient nous permettre de décoller de cette manière, c'est-à-dire de fournir suffisamment d'énergie pour effectuer la révolution industrielle. Et en fait, l'idée du livre, c'est aussi de montrer que c'est pas si évident que ça, en fait. Même si on essaye de raisonner en termes d'efficacité, les renouvelables sont très très efficaces. Et si on avait tout misé là-dessus dès le début, c'est pas du tout si évident qu'on aurait eu. On aurait pu avoir la même croissance avec une courbe. On peut pas refaire. Une aussi belle courbe au plan économique, mais moins moche au niveau du climat, c'est ça ? Ou disons en tout cas que c'est pas si sûr qu'on avait forcément besoin du carbone et des fossiles. Cette maison Poincaré est née, quelle était l'idée de base ? Donc c'était un musée consacré aux mathématiques et à leurs interactions aussi avec les autres disciplines, avec l'idée de les rendre plus accessibles au plus grand nombre. Et on part de quel constat justement pour les rendre plus accessibles au plus grand nombre, et quelle place occupe le jeu justement et l'interactivité dans ce musée ? Alors, il y a beaucoup d'interactivité. Le jeu, il y en a peut-être moins que dans certains musées de sciences en général. Mais on cherche vraiment à ce que les gens mettent les mains dans les maths et s'impliquent. Quel est votre sentiment, Marie, justement, quand vous avez appris l'existence de ce musée dédié aux maths, de ce musée fait pour faire aimer les maths au final ? Moi, j'attends avec impatience. Exactement, j'attends avec impatience de pouvoir le visiter. J'ai pas encore eu l'occasion de m'y rendre, mais l'ensemble en fait des collègues de maths est impatient également de pouvoir y aller, avec les classes. Le musée est déjà pris d'assaut, je crois. C'est une très très bonne nouvelle. Ouais. Prof en poche, c'est une plateforme de soutien scolaire sur Internet qui a été créée, je le disais, il y a environ 10 ans. Et votre outil accompagne les enfants de l'école primaire au lycée vers la réussite scolaire. Et c'est une grande nouveauté, grâce à un assistant vocal. C'est ça, Vincent ? Oui, c'est ça. Alors, merci pour l'introduction, Philippine, c'est exactement ça. On a repris avec mon frère et ma sœur, d'ailleurs, donc toute la fratrie fait partie de l'aventure, et notre quatrième associé, Samuel, l'entreprise familiale qui était une école de soutien scolaire qui a vocation à accueillir les élèves en centre pédagogique et les accompagner vers la réussite en formant des petits groupes d'élèves. Et ensuite, on a repris d'abord l'école, on a eu une forte croissance et on a eu envie de sortir un petit peu de notre zone de confort, mais surtout d'accompagner de façon plus générale les élèves en France et à l'étranger en créant Prof en poche, qui est effectivement une application de soutien scolaire qui met en relation des professeurs et des élèves un petit peu partout dans le monde et pilotée par une intelligence artificielle. Donc, comme vous le disiez, il y a effectivement la possibilité de dialoguer avec de la reconnaissance vocale, mais aussi et surtout la possibilité de prendre en photo son exercice. C'était vraiment le cas d'usage typique. L'élève prenait en photo son exercice, l'envoyait à l'enseignant, et c'est là que le dialogue était instauré. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que, grâce aux nouvelles technologies, on pouvait utiliser cette photo ? On a tout simplement créé notre première brique d'intelligence artificielle, qui est une intelligence artificielle de reconnaissance d'images, donc un OCR. Et là, on va reconnaître ce qui est demandé dans l'énoncé envoyé par l'élève à l'enseignant et lui apporter la solution, mais évidemment pas la solution tout de suite, mais plutôt le théorème ou la partie de cours qui va lui permettre
de résoudre son exercice. Est-ce qu'on enseigne bien ces matières-là aujourd'hui au lycée, à l'université? Alors, c'est difficile pour moi de répondre parce que... ok, ça veut dire non. J'ai pas fait d'économie. Alors, j'ai pas fait d'économie... vous avez fait une école de commerce quand même. J'ai fait une école de commerce, il y avait quelques cours d'économie, c'était vraiment très très léger. J'ai pas découvert ça au lycée. Je pense que les professeurs de lycée sont plus critiques et enseignent l'économie de manière plus large que ce qui se passe à l'université, des retours que j'ai de personnes qui ont suivi les deux cursus. Donc, et dans les écoles de commerce, puisque vous en avez fait une justement, parce que la vision du monde qu'on vous... c'est une vision qui est très orientée business. Dans une école de commerce, on essaye de vous former, on essaye de faire en sorte que vous puissiez vous vendre sur le marché de l'emploi. Donc on vous apprend que ce qu'on pense que les entreprises ont besoin que vous sachiez. Ça ne me semble pas être une approche nécessairement pertinente. Après, moi, j'ai fait ça, c'était 2006-2007. Ça a peut-être beaucoup changé. Je ne voudrais pas jeter la pierre au cursus d'économie des écoles de commerce que je ne connais pas, que je n'ai pas creusé. Donc, voilà. Marie, vous utilisez quel type d'outils en classe, justement, pour tenter comme ça d'attirer, sensibiliser, de faire aimer les maths? Alors, il y a beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est justement si on veut faire aimer les maths, si on veut intéresser les élèves, il ne faut pas se cantonner à un outil. C'est-à-dire que l'informatique, c'est très bien, la réalité augmentée, c'est très bien, le papier et le crayon, c'est très bien aussi. Les jeux, le travail en équipe. En fait, l'astuce, c'est vraiment de pouvoir varier les supports pour pouvoir toujours être en réflexion et en découverte. Le fait de découvrir fait qu'on a envie d'aller plus loin. Alix. Et selon vous, quel serait le potentiel impact de la maison Poincaré sur les élèves et notamment ceux d'éducation prioritaire? Alors, ce qui peut être très très chouette justement, c'est le fait d'avoir été ailleurs que dans la classe, d'être sorti et de se dire, voilà, les mathématiques, c'est pas quelque chose qui se fait seulement dans une classe, seulement avec des équations ou seulement avec de la géométrie. Les mathématiques, elles sont partout dans notre quotidien, dans nos ordinateurs, dans nos téléphones portables, dans la réalité augmentée, etc. Donc, c'est vraiment des applications des mathématiques qui peuvent faire comprendre aux élèves que faire des maths, quand on résout une équation, c'est pas juste résoudre une équation, c'est un tout premier pas. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous suivre. Canal 247 sur les Freebox, Canal 217 sur les Box Orange et bien sûr schooltv.com pour revoir et voir toutes les émissions de la chaîne. À la réalisation aujourd'hui, c'est Romain Luc. Le son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, Laure Edmond. Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée, ciao.